de ce soir, on aura plusieurs choses. On aura la possibilité, on aura l'introduction par la directrice de la Haute École de Santé, Madame Lara Depreux, suivie d'une conférence de Monsieur Stéphane Jacquemet, et puis la présentation de plusieurs formations et notamment de plusieurs micro-certifications. Et puis, à la fin, nous aurons aussi la présentation du nouveau visuel de la formation continue, puisqu'on est là quand même pour ça ce soir. Un visuel qui change un peu, qui est beaucoup plus coloré, plus lumineux, et puis qui s'oriente beaucoup sur l'avenir et sur le développement des compétences. Donc voilà. Et puis, à la fin, un apéritif suivra. Voilà, où vous pourrez réseauter, discuter, etc. Et cette soirée, elle va être filmée, donc ça c'est important. Et aussi, il y aura des photos. Donc, si vous ne souhaitez pas ni être filmé, ni être sur des photos, je vous prie de vous annoncer auprès des personnes qui sont dans l'organisation, notamment Antoine qui filme, ou bien Florence ou Sarah ou Esteban qui sont dans l'organisation. Donc, voilà. Et puis, je passe la parole dès maintenant à Madame Lara Depreux. Merci. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, chers et chers partenaires, chères participantes, chers participants, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour cet événement consacré notamment à la présentation du nouveau visuel de la formation continue de la Haute École de Santé de la HESSO Valais-Wallis, mais pas seulement. Au-delà de cette évolution, le message que nous souhaitons porter ce soir est clair. L'importance d'encourager, de soutenir et de promouvoir l'apprentissage tout au long de la vie, le lifelong learning. Dans un environnement professionnel en constante évolution, marqué par les transformations du système de santé, les avancées technologiques et l'évolution des attentes sociétales, se former ne constitue plus simplement un atout. C'est devenu une nécessité. Une nécessité pour maintenir ses compétences, mais aussi pour s'adapter à la complexité croissante des situations de soins, répondre aux besoins des patients et patientes, de leurs proches, ainsi qu'à ceux des professionnels et professionnels du terrain. C'est précisément dans cette perspective que la Haute École de Santé de la HESSO Valais-Wallis propose une offre riche, ciblée, évolutive de formation continue dans le domaine de la santé. Donc, conçues pour répondre aux enjeux actuels du terrain, ces formations accompagnent les professionnels et professionnels tout au long de leur parcours. Elles s'adressent bien sûr aux infirmières et infirmiers, aux physiothérapeutes, mais également à un ensemble plus large des professions de la santé. Notre offre se veut certifiante, flexible, compatible avec une activité professionnelle et surtout en phase avec les réalités du terrain. Elle permet ainsi de rester à jour, de développer de nouvelles compétences et de se faire face aux défis actuels du système de santé. La soirée de ce jour s'inscrit également dans une dynamique de renouveau. Vous le voyez déjà. Ce renouveau qui se traduit par un nouveau visuel, accompagné d'un slogan qui reflète bien notre ambition. Une fois au sommet, continue de grimper. Une manière d'illustrer que l'apprentissage ne s'arrête jamais, même pour les professionnels expérimentés. Et le programme de ce soir reflète pleinement cette ambition. Nous aurons tout d'abord le plaisir d'entendre M. Stéphane Jacquemet, qui nous proposera une réflexion autour d'une question essentielle. Se former en continu, la première des compétences. Nous poursuivons ensuite avec la présentation de plusieurs formations continues, notamment des micro-certifications, ainsi qu'un nouveau CAS qui illustre concrètement l'évolution et la diversification de notre offre. Enfin, cet événement se veut aussi une soirée conviviale, un moment privilégié pour s'informer sur la formation continue, échanger, rencontrer d'autres professionnels et, nous l'espérons, faire émerger de nouvelles idées et collaborations. Je vous remercie donc chaleureusement de votre présence et vous souhaite une excellente soirée. Alors voilà le plaisir d'accueillir
Monsieur Stéphane Jacquemet, je pense que Madame Lara Depreux a déjà fait votre introduction. Je vous laisse la parole sur ce thème extrêmement important, se former en continu, la première des compétences. Alors, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à ce changement de design et puis ce renouveau, comme ça a été dit. Je crois qu'on est tous d'accord ce soir dans la salle et au-delà de cette salle sur l'importance de la formation et sur comment faire en sorte que l'offre de formation soit de qualité. Je vais juste me permettre de mettre un peu de complexité là-dedans pour essayer de voir que finalement, le travail de l'offre de formation n'est qu'un tout petit bout du chemin et qu'effectivement, dans certains cas, des belles offres de formation par des beaux instituts de formation ne suffiront pas à garantir que tout cela aboutit à des résultats probants. Et il y a un gros enjeu, si vous voulez, pour très fortement résumer ce que je vais dire, il y a un gros enjeu entre la démarche individuelle de chaque personne, de chaque collaborateur, collaboratrice, dans son rapport aux compétences, dans l'évolution des compétences, et puis la dimension collective, institutionnelle, pour s'assurer que tout ce qui se fait en formation se transforme en quelque chose de beau, de performant, comme on dit, et que ça ne reste pas sur le bord de la route. C'est vraiment la question qui n'est pas forcément facile dans la terminologie de l'investissement en formation, c'est-à-dire de dire oui, on se forme, mais on se forme et on obtient des résultats. Ce n'est pas juste un petit événement qui nous assure quelques journées dans l'année. Donc oui, la première des compétences, c'est déjà de penser à se former, mais en même temps, la question, c'est si je suis seul, à quoi je me réfère pour penser ma formation tout au long de la vie. Et c'est cette tension entre l'individu qui doit réfléchir à son évolution et l'organisation, l'ensemble du collectif qui lui aussi doit s'exprimer et quelque part trouver un dialogue dans ces éléments. Donc je vais me permettre, à travers mon expérience de formation de formateurs et de formatrices, que ce soit à l'Université de Genève, dans le brevet fédéral, ou que ce soit dans l'accompagnement de centres de formation ou d'instituts de formation, par rapport à ça, que ce soit dans ma casquette de consultant ou dans ma casquette de chargé d'enseignement à l'Université de Genève, je vais essayer de mettre un petit peu en relief ces questions-là. Alors, peut-être la première chose qu'on peut essayer de se rappeler, alors ça fait un peu classique en introduction, c'est qu'en Suisse, on a une loi sur la formation continue et on est un pays très libéral. Donc, on est un pays qui a tendance à plutôt encourager les choses sans forcément les prescrire, sans forcément les rendre obligatoires. Et un des premiers principes de la loi sur la formation continue, vous l'avez ici, c'est la formation continue relève d'abord de la responsabilité de l'individu. Ce qui est tout à fait clair, entendable, ça paraît logique. Sauf que si vous réfléchissez un petit peu, vous vous dites, bien, ceux qui ont plus facilement accès à la formation ou moins facilement accès, ceux qui y pensent plus, ceux qui y pensent moins, à la fin, qu'est-ce que ça dira? Est-ce qu'un jour, peut-être, mon chef pourrait me dire, dis donc, tu t'es pas beaucoup formé. C'est de ta responsabilité. Ah, oui, mais on m'a pas beaucoup aidé ou proposé de temps, d'espace, de moyens. Ah. Donc, vous voyez, la tension commence tout de suite. Et c'est facile de mettre dans un texte législatif la responsabilité individuelle. C'en est une autre, après, collectivement, socialement, de l'assumer. C'est pour ça que je dis la Suisse est un pays très libéral, au sens où vraiment elle considère que c'est un effort individuel. Et ce n'est pas que la formation. Vous le retrouvez dans les assurances sociales, sur le chômage ou des choses comme ça. On attend de la part des assurés des efforts pour bénéficier d'un certain nombre de choses. Donc, cette responsabilité individuelle, elle est intéressante, elle est structurante pour le lifelong learning, mais en même temps, elle peut être aussi très délicate à manœuvrer, à piloter, surtout si on renvoie systématiquement cette question à l'individu. Deuxième chose, on est d'accord que tout au long de la vie, et on le voit bien avec les plus jeunes générations, je discutais récemment avec un responsable régional sur les employés de commerce, passer le CFC d'employés de commerce en Suisse, les formations continues certifiantes des employés de commerce, elles démarraient aux environs de 35 ans, oui, 35, 38 ans, comme ça. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des certifications continues pour employés de commerce, la moyenne d'âge, c'est 28 ans, 29 ans. Donc, on voit bien que la jeune génération va rentrer beaucoup plus tôt en formation continue que ma génération, par exemple, ou la génération intermédiaire. Donc, cette question du rapport à la formation,
l'idée qu'à quel moment je me forme. Est-ce que je me forme tout de suite après mes études, ma qualification, ou est-ce que la formation continue, c'est plutôt un truc de vieux, de senior, et cette question-là, elle est renvoyée aussi à la question de, finalement, sur quel besoin je m'appuie pour me dire qu'il faut que j'aille en formation. Et là, vous allez trouver pas mal de biais, qu'on retrouve dans la littérature, où, par exemple, un des biais principaux, c'est tant qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas de formation. No news, good news. Pas de nouveauté, pas de formation. Et là, vous pouvez avoir, dans certains secteurs, et je pense que la santé n'échappe pas, comme d'autres secteurs de l'économie, il n'y a pas de raison, même s'il y a beaucoup de réflexivité dans la santé. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est une formation de niveau tertiaire, on a des gens qui ont un niveau académique, qui ont un niveau scientifique de réflexion dans les métiers, mais néanmoins, ça n'empêche pas que ce biais de logique sur les besoins de formation s'exprime beaucoup. De se dire, finalement, rien de nouveau, pas de formation. Et donc là, on verra que ça peut induire, malgré la qualité de l'offre, des phénomènes un peu de statu quo, de statisme par rapport à la formation qui peuvent être inquiétants dans certains cas. Et ça génère des fois des réflexions assez importantes. Donc oui, le lifelong learning, c'est un principe politique d'abord, avant tout, mais c'est un principe aussi de réalité sociale. Mais simplement, il faut aussi le mettre en scène, il faut l'activer. Si on attend simplement que les personnes elles-mêmes se mettent en mouvement, ça risque d'être compliqué. Troisième élément qui revient souvent, là, c'est le côté un peu inverse, c'est finalement pas trop de formation, s'il vous plaît, pas trop. Vous avez déjà fait les passés, c'est bon, il y a 2 ans, vous avez déjà fait une formation, pas trop, parce que de toute façon, vous travaillez. Donc, comme vous travaillez, vos compétences, elles sont entretenues tous les jours. Puisque je travaille, mes compétences sont entretenues. C'est comme si je marche, donc mes articulations sont entretenues. Et on verra que ça peut être aussi un biais assez important dans la compréhension de ce qu'est la formation continue et comment elle se déclenche dans l'esprit des gens, la formation continue. Donc, si vous avez des personnes qui associent le biais de nouveauté avec le biais du travail, ça fait 2 biais qui se rencontrent, et vous avez des gens qui vont aller très peu en formation. Et donc, on retrouve dans la littérature cette fameuse tension entre ce qu'on en appelle des surconsommateurs de formation, qui vont très souvent en formation, qui utilisent beaucoup la formation, qui des fois même abusent de la formation, et des sous-consommateurs de formation, qui sont un peu mis de côté, soit parce qu'eux-mêmes s'autocensurent, soit parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de la formation, ou ils ne détectent pas dans l'offre qui est de qualité. Je regarde toujours la directrice pour une offre de qualité, mais qui fait que les personnes ne détectent pas finalement le déclencheur qui fait que je vais m'inscrire. Donc, je reviendrai sur cette histoire du travail qui forme, parce que ça reste quand même quelque chose qu'on retrouve assez souvent, peut-être moins dans les métiers de l'humain, mais dans l'industrie, on le retrouve. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est quand même la ligne de défense des syndicats patronaux en Suisse quand on a proposé une loi fédérale sur la formation continue en disant on pourrait s'inspirer d'autres pays où on oblige un peu les entreprises à former. Vous voyez, en France, par exemple, nos voisins, c'est 1% de la masse salariale qui doit être convertie en formation. Le syndicat patronal a dit c'est hors de question. Aucune obligation. On ne suivra aucune... Parce que le travail est formateur. Et vous dites ça dans n'importe quelle soirée en famille, tout le monde dit « Ah ouais, c'est clair. Le travail, ça forme, ça c'est sûr. » Et là, vous avez une bonne discussion autour d'un verre ou d'un apéro. Et puis la toute grande question, alors là je parle sûrement à des gens spécialistes dans la salle, donc je m'excuse si par moment je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais la grande question, de nouveau, c'est qu'en Suisse, on a la grande chance d'avoir un pays très éduqué, avec des offres de formation initiale et continue de grande qualité. Maintenant, on sait tous que se former, suivre un cours, ce n'est que le début de quelque chose. Et que là, on a un autre biais qui risque d'entrer en ligne de compte, c'est le biais de l'événement. La formation comme un événement. 8h, 17h. Ma formation se termine à 17h. Non, ça c'est le cours qui se termine à 17h. La formation jusqu'à la mise en place de ce que j'ai appris va prendre plusieurs semaines, mois. Et ça ne dépend plus du centre de formation. Ça dépend de l'employeur, des encadrants, des équipes et de la personne elle-même. Alors je dis souvent, comme ça en rigolant pour les étudiants, 2 jours de formation, 2 mois de transfert, 12 mois pour obtenir de la performance.
Donc, c'est vrai qu'une formation courte est une formation accessible, mais une formation courte n'est qu'un début d'un processus de transformation. Et c'est là où, des fois, les partenariats, et c'est là où je pense que c'est important d'être dans un triangle. C'est pas que moi, institut de formation, qui passe des contrats avec mes clients, vous qui vous inscrivez à mes cours. C'est aussi derrière vous, vos employeurs, qui vont jouer la carte ou pas du développement des compétences. Parce que sinon, vous allez vous retrouver tout seul dans votre situation. Ce qui n'empêchera pas le centre de formation, mon business à moi, de bien marcher. Mais en réalité, cet investissement ne produira pas autant de résultats que ça. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Je pense notamment à tous mes collègues formateurs et formatrices, à qui des fois on dit, dis donc, ta formation, elle n'est pas terrible. Hein. Tu as vu, ça ne marche pas sur le terrain. Ah ah. Est-ce que c'est ma formation qui n'est pas terrible? Ou est-ce que c'est après la formation que ça ne suit pas? Alors, je peux me mettre en cause. Hein. Je peux très bien accepter que pédagogiquement, on est à côté de la plaque, on n'est pas très juste, on peut faire mieux. Mais est-ce que c'est vraiment la faute de la formation quand les résultats sur le terrain n'aboutissent pas? Et deuxième problème, est-ce que c'est la faute de la personne? Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont moins motivés, qui ont un rapport au travail plus compliqué, qui ne sont pas dans une grande forme existentielle. Mais ce qu'on sait dans la littérature, c'est que globalement, les résultats de la formation proviennent du soutien organisationnel. Donc on est dans un trou noir, si vous voulez. Quand on commence à parler de la responsabilité individuelle, c'est sûr que dans ma classe, dans la classe de madame, il y aura des individus apprenants. Mais ces individus-là, ils sont des acteurs institutionnels. Et si le processus n'est pas cohérent, il y a de fortes chances que ça ne soit pas un investissement valable, mais un désinvestissement. Et on sait qu'il y a beaucoup de formations qui sont utilisées, pas uniquement dans la santé. Le corps enseignant, particulièrement sensible à ça, dans toutes les... Il y a beaucoup d'enseignants qui suivent des formations, il y a 0 résultat sur le terrain. 0. Donc, ça peut être un moment sympa, ça fait partie du développement personnel, certes, mais il y a un moment où les questions quand même de fond peuvent se poser. Et j'insiste, il n'y a pas de corrélation avec la qualité de l'offre. Vous pouvez avoir une offre de très grande qualité, des gens très motivés dans la salle, et le problème va se dérouler un peu ailleurs. Donc la question de « est-ce que tu as suivi un cours intéressant ?» Oui, c'était super intéressant, ce n'est que le début de l'histoire. C'est ce on va voir assez rapidement. Dans la suite, je vais essayer d'être plutôt dans des schémas, dans des représentations graphiques pour qu'on puisse vraiment partager ça ensemble. Classiquement, la courbe de Gauss, ça permet de passer partout dans toutes les soirées. Classiquement, on comprend bien qu'il y a une période d'acquisition, une période de développement. Après, on utilise ce qu'on a appris. Alors, le plateau, il peut être comme un Montana plutôt grand, ou plutôt petit, peu importe, ça peut être un pic. Mais on nous parle souvent, peut-être c'est un mot que vous avez déjà entendu, de l'obsolescence des compétences. Et une des grandes questions qui se posent, c'est de savoir si l'obsolescence des compétences, c'est juste parce que c'est une nouvelle version de ChatGPT qui arrive ou une nouvelle application, ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes qui rendent les choses obsolètes? Et c'est là où le problème du pilotage de ma carrière, de mes compétences, va devenir compliqué si je reste tout seul, vous voyez, à réfléchir à ça. Qu'est-ce que j'ai comme repère pour voir que je commence à être obsolescent? Est-ce que je dois attendre d'être au fond du bac, comme on dit, pour réagir, ou est-ce que je dois le faire très tôt, très vite? Donc cette courbe, elle est intéressante, mais elle devient surtout très importante dès le moment où on commence à réfléchir différemment. On ne se dit pas l'obsolescence, c'est parce que quelque chose de nouveau arrive. On se dit l'obsolescence, c'est aussi parce que les routines s'installent. Et c'est pour ça que le biais du travail est compliqué. Le biais du travail, c'est que le risque, c'est que les routines qui sont la sécurité du plateau, vous êtes sécure, vous êtes compétent, cette routine-là fait que vous vous rapprochez de l'incident. Donc toutes les analyses d'incidents montrent bien que c'est à travers les routines, notamment, que proviennent les difficultés ou les incidents de parcours. Donc, la question qui se pose, c'est comment je vais pouvoir, moi, me rendre compte que ma routine, qui est une zone de confort, qui est une zone de performance, de bonne qualité de travail, est la zone qui va m'amener à une limite. Qui c'est qui va me le dire? Et si on compte uniquement sur la réflexivité, la prise de conscience des individus, vous aurez très peu de personnes en formation. Et puis alors, plus vous descendez dans les niveaux de qualification, moins vous aurez de gens en formation continue.
parce que c'est des choses, ce n'est pas une accusation du niveau intellectuel, mais c'est simplement corrélé avec le fait que je n'ai pas d'outil de repérage pour me dire, voilà, je suis en zone de risque. Et j'insiste, l'obsolescence, ce n'est pas un problème de motivation, ce n'est pas un problème uniquement de nouveautés, de nouveaux outils, c'est aussi un problème de bien faire son travail tous les jours. Et cette question-là, il faut qu'on la saisisse de manière un peu plus précise dans le management, notamment des compétences, parce que si on attend chaque fois que des gens soient en rupture, en difficulté, en fatigue, ou alors uniquement de proposer de la formation continue à des bonnes personnes, à des bons collaborateurs, on est dans un champ d'exclusion. Et j'ai tendance à dire souvent, la formation, c'est un très bel outil de développement humain, mais si vous l'empoignez mal, ou si l'institution l'empoigne mal, ça va créer de la discrimination. Donc c'est un outil qui est un outil un peu, vous voyez, un peu comme un poison, ça dépend de la dose. Si vous mettez la bonne dose et le bon format, ça produit des choses positives. Si on n'y met pas le bon format, ça va produire tout d'un coup des choses plus négatives. Et donc, si on continue le raisonnement rapidement, vous comprenez bien que mes routines vont tranquillement éroder mes compétences, mon savoir-faire, mes qualités de travail. Merci. Et puis, à partir de là, vous avez la suite, c'est de se dire, mais finalement, à qui appartiennent les compétences? Alors, ça peut paraître abstrait, un jeudi soir à 18h, à qui appartiennent, quelle est la propriété de la compétence? Vous faites un sondage dans la rue, tout le monde va vous dire « Ah, les compétences, elles appartiennent aux gens, aux personnes. » OK, donc, responsabilité individuelle, tes compétences, c'est ton bagage, tu t'en occupes, ça va, tu t'en occupes pas, tant pis pour toi. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Les compétences, c'est lié au travail. Qui possède le travail? Qui possède l'outil de production? L'employeur. Et c'est à lui de gérer l'investissement sur le capital humain, sur les ressources humaines. Là encore, anecdote. Moi, je connais très peu d'entrepreneurs, d'entreprises, d'institutions publiques qui oublient la mise à jour des ordinateurs, qui oublient la réparation ou l'entretien de la camionnette. Par contre, l'équivalent de la maintenance des ressources humaines, il y a plein de trous dans la raquette. Donc, les employeurs ou les responsables, peu importe, n'ont pas le même rapport à la maintenance sur le facteur humain ou sur le facteur logistique, matériel. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Parce qu'on sous-entend que finalement, c'est vous qui décidez. Tu veux aller en formation? Vas-y. Tu n'y vas pas? Tant pis pour toi. Par contre, la camionnette, je ne fais pas comme ça. Toutes les camionnettes passent au garage à temps et en heure voulue. Donc la propriété des compétences, c'est une question un peu abstraite, mais c'est une question importante parce qu'elle permet de se dire, oui, je sais travailler, mais l'outil de travail, la qualité de mon travail va dépendre aussi de comment on me donne des moyens, du temps, de l'espace, et qu'est-ce qu'on me dit en termes d'évaluation, par exemple. En termes d'évaluation du travail. Il y a beaucoup d'endroits, par exemple, où on voit qu'il y a une corrélation entre l'utilisation de la formation continue et le monitoring du travail. Peu de monitoring du travail, donc peu d'évaluation, peu de retour, peu de feedback, peu de quantification, peu de formation continue. Les gens n'ont pas, vous voyez. Il y a plein de gens qui me disent, moi je travaille tous les jours, 8 heures par jour, je ne sais pas si ce que je fais est bien. Mais je fais. Et donc ces gens-là ne se forment pas, puisqu'ils n'ont pas, vous voyez, de repères sur attention, les trucs sont en train d'évoluer, attention, tu fais quelques erreurs, il n'y a rien. Donc il n'y a pas d'évaluation, au sens noble du terme, qui va générer une réflexion sur le besoin. Autre modèle, alors qui est plus courant en formation, mais qui dit la même chose, c'est toujours le même, c'est le syndrome du crocodile. En gros, vous avez vos compétences, et puis il y a des choses qui bougent autour de vous. Votre poste de travail, les besoins des patients, les technologies de la santé, il y a plein de choses qui bougent. Donc moi, je suis sur mes compétences un peu tranquille, et puis autour de moi, ça bouge. Et les attentes, les compétences requises montent. Alors au début, ça ne se voit pas, c'est faible, et puis d'un coup, la mâchoire du crocodile, elle va se refermer sur vous, puis elle va vous bouffer la main. Donc cette perception-là de l'écart, à quel moment et qui est capable de le faire tout seul dans son coin? Et est-ce qu'on attend l'incident? C'est toujours le même problème. En formation, on entend souvent, tout va bien, il n'y a pas besoin de formation. Comme si la formation était quelque chose qui était plutôt de l'ordre de la correction de la lacune, ou du cadeau pour ceux qui travaillent bien. Alors, je caricature un petit peu, mais on retrouve beaucoup ces réflexions-là. Et ce qui est plus frappant, c'est qu'on entend ça dans le discours des personnes elles-mêmes.
qui se construisent une représentation de « est-ce que j'ai le droit d'aller en formation ?» Je travaille bien, je ne vais pas aller en formation. Je n'ai jamais fait de problème. Mes collègues ont des problèmes. D'ailleurs, ils vont en formation. Donc, cette question de comment je ressens, vous voyez, et c'est pour ça que c'est très intéressant, quand vous regardez les textes européens sur le lifelong learning, tout le monde était hyper emballé. C'est évident que socialement, ça tient la rampe. Le problème, c'est la mise en œuvre de ça, vous voyez, la manière de dire aux gens comment tu te repères pour le fait de dire, là, il faut que j'aille au garage, pour parler comme ça crûment. Ensuite, c'est pour ça que la question qui renvoie à l'individu est un peu courte. Parce que finalement, c'est beaucoup les choses extérieures aux personnes qui bougent. Les influences sur les compétences sont essentiellement externes à la personne. Alors, ça ne veut pas dire que la personne ne le ressent pas. Elle voit bien qu'on change d'ordinateur, on voit bien qu'elle a une nouvelle version, on voit bien qu'il y a un nouveau système de cathéter. Enfin, on comprend bien ça, on voit bien que les patients sont en train d'évoluer. Les personnes le perçoivent. Maintenant, à quel moment ça déclenche chez la personne l'idée de dire « je vais dire à mon chef que je vais aller en formation » et que je vais aller à une formation nécessaire. Un des grands problèmes de l'andragogie, on parle d'andragogie quand on parle de pédagogie adaptée aux adultes, pédagogie plutôt pour les enfants, andragogie pour les adultes. Le grand problème de l'andragogie, c'est que l'adulte ne veut pas aller en zone d'inconfort. Donc si vous lui donnez une liste de cours, il va aller à des cours où il est à peu près sûr de connaître un peu le contenu. Parce que le cours où vraiment vous sentez que vous allez être, la zone proximale, vous voyez, la zone de développement, c'est trop dur. Je préfère aller me balader, faire de la rando. Donc, il y a un risque que dans ce qu'on appelle le libre choix, alors vous comprenez que philosophiquement, c'est compliqué. Le libre choix, qui est très sympa comme idée, ça va générer des biais de choix. Et que là, de nouveau, une très belle offre va être plus ou moins bien utilisée, plus ou moins mal utilisée, parce qu'il n'y a pas vraiment de pilote dans l'avion. Comme ça, et qu'il risque d'y avoir des biais de choix, parce que l'adulte n'est pas forcément spontanément quelqu'un qui est appétent à aller chercher la zone limite, la zone inconfortable de l'apprentissage. Vous avez sûrement tous appris des choses. Quand vraiment vous prenez conscience, dans le jargon, souvent, moi je travaille beaucoup dans les maladies chroniques, je ne suis pas soignant, il y avait beaucoup de ce langage, il faut que le patient prenne conscience. Vous avez envie de dire, ok, c'est sympa de dire ça, mais quand vraiment vous prenez conscience de quelque chose, c'est la claque, c'est vraiment désagréable comme sensation. Donc, vivre ce genre de choses, ce n'est pas forcément très, très facile. Donc, qui peut m'aider à avoir un rapport positif, constructif, assez analytique de l'offre qui m'est proposée, pour m'encourager? Qui va surtout vérifier ceux qui vont moins à la formation, spontanément? J'ai fait une étude il y a quelques années sur les ressources humaines de l'ensemble de l'enseignement genevois, tous secteurs confondus. Vous aviez 28% des gens qui n'ont pas fait de formation continue depuis 10 ans. Ils travaillent tous. Ils ont tous un directeur d'école, une directrice, rien. 10 ans sans formation. Il n'y a personne qui dit « t'as le visa, il est renouvelé ». Non, personne, rien. Donc vous voyez, le lifelong learning, c'est un joli concept, mais c'est un concept qui est très ambitieux du point de vue social, du point de vue de ce qu'on attend des personnes, surtout quand on leur dit « c'est à toi de te débrouiller ». Alors, de nouveau, je ne suis pas en train de dire que les gens sont des enfants, qu'il faut s'occuper d'eux, mais je pense que réfléchir à ses compétences et à son travail au quotidien, ce n'est pas forcément facile, et on a pas mal de choses à faire autrement que de s'occuper de ses compétences. Il faut déjà s'occuper des patients, et correctement si possible. Donc la question du pilotage des compétences, ça peut être par l'évaluation, par le feedback, ça peut être par réfléchir à des situations particulières du travail. Toutes ces choses-là existent de moins en raison des flux tendus, de la charge. Et plus il va y avoir de la charge, moins on a de réflexion sur les compétences. Je prends juste un tableau historique pour ceux qui connaissent, de Guy Le Botterf, qui est un spécialiste de la formation. Et c'est là aussi où les questions de l'offre peuvent se poser. Comment est-ce qu'on fait pour réfléchir à une offre où on n'est pas simplement sur l'individu? Alors, on va essayer de faire court. Donc, c'est une manière d'essayer d'offrir un diagramme en se disant réfléchissez de manière assez large, assez systémique à la formation
pour justement que vos collaboratrices et vos collaborateurs puissent avoir une place là-dedans. C'est un vieux modèle qu'il a considéré très vite dans sa conception des compétences. En gros, vous voyez assez rapidement, ici à droite, vous avez une voie qu'on pourrait qualifier de rouge, au sens de la couleur. C'est toutes les formations qui peuvent aider la personne, en tant que personne. D'accord ? Réfléchissons à des formations qui peuvent aider les personnes. Développement personnel. Vous voyez, il y a une grande tradition dans la formation d'adultes de développement personnel. Que lui considère différent d'un autre faisceau de formation qu'on appelle les formations à l'adresse des agents. Alors, ce n'est pas un très bon terme, mais enfin, des agents pour leur poste. Vous voyez, c'est la même personne. Ici, vous avez Jean-Pierre qui est une personne. Jean-Pierre, ensuite, est un agent. Ce n'est pas les mêmes formations. Et puis Jean-Pierre, à la fin, ici, tout à droite, il est quoi là? Tout à droite? Il est collaborateur d'une entreprise, d'une institution. Donc il y a 3 statuts minimalement. Il y en a même 4, je vous montrerai tout à l'heure. Il y a 3 statuts qui font que je peux être client, avec des guillemets, de la formation. Comme personne, comme collaborateur sur un poste de travail, infirmier, physio, médecin, secrétaire, ingénieur. Et puis il y a moi, comme membre d'une entreprise, de la SOUVA, de l'hôpital valaisan, du CHUV. C'est 3 statuts différents. Qui c'est qui m'aide à choisir comment je consomme la formation? J'y vais qu'en tant que personne? J'y vais en tant que fonction? Ou j'y vais en tant que collaborateur? Puis un jour, on me dit « Ah, cette formation est obligatoire. Développement durable pour tous. » Puis on dit « Non. Non, j'avais réservé un jour de formation pour faire un truc sur l'intelligence artificielle. » Non, en stand. Et là, vous ne savez plus où vous êtes parce que ce n'est pas clair dans votre tête si on ne vous a pas présenté ça, si on ne vous a pas dit. Il y a des formations entreprises, il y a des formations poste, il y a des formations personnelles. Tu peux choisir, mais fais attention, tu n'as que 3-4 jours par année. Donc cette question-là du statut est quelque chose qui est, je le remarque assez souvent, est très opaque, très flou. Et souvent, je donne des exemples, vous avez des entreprises qui ont des énormes catalogues. Les gens vont dans le catalogue. Je pense notamment à une entreprise de transport de Canton de Vaud. La personne dit « Ah, j'ai vu un cours Excel, je m'inscris ?» Ou vous allez sur le site et puis vous rentrez votre code de fonction. Puis c'est marqué « Non, cette formation n'est pas adressée à votre fonction. » Donc un conducteur de bus ne peut pas suivre une formation Excel. Et là, vous dites « Pourquoi ?» Parce qu'il y a une règle derrière, dans l'algorithme. Les formations, ce n'est que des formations bleues pour les postes. Au transport public lausannois, c'est comme ça. On peut discuter, c'est leur choix. Donc, il n'y a pas de développement personnel et il n'y a pas de formation entreprise. Et donc, les gens découvrent que finalement, la formation, ce n'est pas un marché, on choisit sa formation, c'est très cadré par le poste. Vous avez déjà entendu cette formule, une formation utile pour le poste. Voilà. Tout le reste, oublie. Par contre, la vitrine du magasin, elle est magnifique. La vitrine du catalogue est grande. Sauf qu'il faut bien expliquer aux gens que pas tout le monde a le droit de toucher à tous les produits dans la vitrine. Donc, ce qu'on oublie aussi souvent dans le lifelong learning, c'est les statuts des personnes devant la formation. De nous, il ne faut pas faire de tout, il faut que chacun choisisse, mais il faut que les gens comprennent bien que la formation peut avoir des caractéristiques statutaires. Des fois, on va m'obliger à suivre des formations d'entreprise, des fois, j'aurai le choix de choisir des formations dans un catalogue dit plutôt technique, ou des fois, je pourrais suivre des formations pour moi, pour mon bénéfice personnel. Mais est-ce qu'il n'y a pas des fois des mélanges des genres? Là, ça ouvre une boîte de Pandore assez compliquée. Et donc, chaque fois, les besoins varient. Je pourrais suivre un cours Excel pour gérer ma cave à vin. Si mon employeur est assez riche, il pourrait me payer une formation Excel pour que je classe mes vins dans ma cave à vin. Mais s'il estime que Excel, c'est que pour le personnel administratif qui utilise Excel, je n'ai pas le droit d'aller à Excel. Et ces règles-là du jeu sont parfois pas très claires. Et ça brouille les cartes. Les gens, ça crée beaucoup de frustration. Surtout quand on a des belles offres. Je reviens toujours avec mon idée, qualité de l'offre versus qualité du processus de formation. Et donc, on a besoin, et là, ça n'a rien à voir avec l'offre, au contraire, mais c'est plutôt de se dire comment, devant une offre renouvelée de qualité, les employeurs
vont développer ou assumer ou positionner leur politique de formation pour être sûr que, un, ce qu'on leur propose est utilisé, et que, deux, le cas échéant, ils peuvent dire à l'HES « Merci de nous faire des cours en plus parce qu'on a besoin de trucs que vous n'avez pas encore développés ». Donc, c'est ce partenariat-là qui commence à jouer. Nous avons une politique multi-casquette, multi-statut. Nous trouvons dans votre catalogue des choses intéressantes. Il nous manque des choses. Donc, le cas échéant, merci de développer ces éléments. Donc, en résumé, on arrive à une grande question. En fait, l'offre de formation, elle est souvent ici, au milieu. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle un moment de conception, d'ingénierie. On va concevoir des offres. Puis après, on va les mettre en marché et on va les proposer aux personnes qui vont suivre les cours. Ces deux cases-là, un peu orange, elles sont très importantes. Mais elles ne sont pas très compliquées. Au jour d'aujourd'hui, on sait assez bien fabriquer des bons cours. On peut toujours s'améliorer. Le problème, il n'est pas là. Le problème de savoir si tout ça va fonctionner, c'est de savoir si, du point de vue de l'orientation, c'est-à-dire d'où viennent les collaborateurs et les collaboratrices, pour aller à la formation, c'est clair. Les règles du jeu sont claires. Ça, c'est le jaune. Et puis alors, surtout, c'est la différence, alors, vous me direz, c'est peut-être, on joue sur les mots, hein, mais c'est la différence entre réaliser une formation et mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est après la formation. Mettre en œuvre ce que j'ai appris. Et là, vous retombez sur « Ah, il est de la responsabilité des individus d'appliquer ce qu'ils ont appris. » Et là, tu dis « Oui, mais je n'ai pas accès à l'ordinateur. » C'est pas moi qui ne veux pas appliquer. Je n'ai pas le temps. Et alors, surtout quand vous commencez à mettre, vous voyez, surtout quand vous commencez à réfléchir à ce que veut dire mettre en œuvre ce que l'on a appris, hein, ce n'est pas juste appliquer bêtement, surtout quand il y a des patients ou des élèves, et même ou des produits toxiques dans certaines industries. Oui, c'est prendre le risque de faire des erreurs juste après la formation. Donc, c'est ce qu'on appelle une deuxième boucle d'apprentissage. Le transfert, en fait, c'est une deuxième étape d'apprentissage. Et là encore, il y a un biais dans la compréhension des gens. Souvent, c'est « t'as appris, t'appliques ». Mais ce n'est pas si simple. Surtout quand on parle de compétences avec des situations variables. Situations stables, situations complexes, instables, etc. dans les soins, par exemple. Apprendre, c'est déjà compliqué. Mais alors, par contre, transférer en situation réelle, parce qu'apprendre, c'est en classe ou derrière un ordinateur, transférer en situation réelle, c'est ultra dangereux, potentiellement. Donc, il y a plein de gens qui transfèrent peu, qui ne vont pas prendre le risque d'utiliser les gestes qu'ils ont appris, ou les nouveaux devices ou des choses comme ça. Parce que c'est trop dangereux, ou la zone de sécurité n'est pas stabilisée, ou l'encouragement ou la sécurisation des gens n'est pas garantie. Donc, vous vous dites, non, je ne fais pas. Et puis, en plus, je n'ai pas le temps. Et de nouveau, peut-être que certaines personnes abusent de ces excuses-là, on peut l'entendre, mais on sait très bien que la variable du temps de transfert est la variable la plus fragile de tout le processus de formation. Et ce n'est pas la HES qui est responsable de ça, c'est bien les employeurs qui payent, le cas échéant, en tout cas participent ou pilotent des formations pour leurs collaborateurs. Donc on a tendance à dire, si, pour revenir un peu en arrière, hein, si vous mettez beaucoup de temps et d'énergie sur la réalisation, et que vous mettez aucun effort sur la mise en œuvre, c'est comme si vous lanciez des graines sur un terrain qui n'est pas labouré, puis vous dites « Ah, ça va pousser, tout seul. Il va pleuvoir, il va faire beau. » Ça ne pousse pas comme ça. Ça s'entretient. Il faut labourer, ratisser, désherber, entretenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle le biais de naturalisme. Hein. On pense que les choses vont se faire naturellement. Il n'y a qu'à se former. Et c'est ça le grand piège. Je ne suis pas contre le lifelong learning, au contraire. Hein. Mais le grand piège, c'est de penser que si on encourage les gens à se former tout au long de la vie et qu'ils ont accès à des offres, alors la suite de l'histoire va se dérouler naturellement. Hein. Et c'est là où on a des grands soucis. Hein. Et de nouveau, ce n'est pas une question de renvoyer à la responsabilité que de l'individu ou à la responsabilité de l'école, parce que le risque, c'est qu'on dise « vos cours, ils ne sont pas bons. Hein. » Moi, on m'a dit plusieurs fois des choses. On entend beaucoup de fois. Pas de résultat, mauvaise formation. C'est vraiment une manière de ne pas comprendre ce qu'est un processus de développement des compétences, qui nécessite effectivement qu'il y ait un partenariat entre une personne, entre un employeur et puis un institut de formation. Alors ce partenariat, il peut être plus ou moins distant, mais il doit exister.
Donc, arriver à la performance, c'est un long chemin. Et c'est un chemin qui ne se fait pas naturellement. Et donc, effectivement, avoir une belle offre de formation, avoir des gens qui suivent des cours, c'est hyper important. Mais derrière, il faudrait vraiment que ces éléments soient encadrés, accompagnés, valorisés pour que ça porte ses fruits. Alors, je reviens rapidement sur ces statuts. Ce qui est intéressant, par exemple, dans la santé, c'est on pourrait se dire, on pourrait regarder l'offre de ce soir, par exemple, ou dans n'importe quelle institution. On se dit, est-ce que l'offre porte aussi pour des personnes, en tant qu'individu, sur les soft skills, sur la gestion du stress, vous voyez, sur toute la partie bien-être au travail, qualité personnelle, posture, réflexivité, etc. Est-ce qu'on a ça dans l'offre, oui, non, pour des personnes? Et est-ce que les employeurs sont d'accord, dans certains cas, de soutenir ça? Formation pour le professionnel. Gardez bien à l'esprit que chaque fois que c'est souligné, c'est la même personne. C'est la même personne avec des casquettes différentes. C'est toujours Jean-Pierre ou Monique. Professionnel. Est-ce qu'on a, alors là je pense que oui, on a dans l'offre des formations qui sont vraiment fléchées, évolution, technologie professionnelle, savoir-faire professionnel. Ce n'est pas les mêmes offres. Savoir-être, savoir-faire, communication avec les patients, etc. Ça, c'est l'agent à son poste en fonction des fonctions professionnelles. Et puis après, vous avez encore une autre dimension qui apparaît, qui là, souvent, dans la santé, est très quand même fragile, c'est l'aspect collaboration. Alors, je vais peut-être dire une grosse bêtise qui n'a plus d'actualité, mais moi, je suis fasciné de voir que les médecins travaillent avec les infirmiers et les infirmières toute la journée et ils se forment jamais ensemble. C'est comme si vous dites, OK, les gardiens ici, les attaquants là, les défenseurs là, toute la semaine, rendez-vous samedi sur le terrain. Alors, je ne sais pas comment vous faites au FC-Sion, vous avez sûrement des trucs, mais nous, au Servette, on fait un peu ça et ça ne marche pas. Je peux vous le dire, ça ne marche pas du tout. Ou un orchestre, vous voyez, un orchestre. Vous mettez tout le monde dans des coins pour s'entraîner et vous dites, on va au concert, les mains dans les poches. Donc, je ne dis pas qu'il faut toujours se former, attention, je pense qu'il y a des zones particulières, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la collaboration, par exemple, c'est une compétence, c'est peut-être pas la première, mais c'est peut-être la deuxième ou la troisième, et qui se pose la question de savoir comment est-ce qu'on imagine la formation dans des situations où les enjeux vont être collaboratifs, et pas monométier, mais plurimétier. Donc ça, c'est une autre question. Je ne dis pas que ça remplace, c'est additif, c'est et, c'est pas ou. Puis la dernière chose, c'est le collaborateur ou la collaboratrice en tant que membre du personnel d'une institution. Et là, il y aura peut-être des formations aussi, peut-être un peu plus institutionnelles sur certains enjeux. Mais c'est comme ça qu'on regarde, c'est comme ça qu'on filtre finalement une offre de formation pour se dire, est-ce qu'elle correspond bien aux différentes facettes de la personne et à ce que la compétence doit être sur le lifelong learning, c'est-à-dire sur l'ensemble d'une carrière. Il y a des moments plus personnels, des moments plus professionnels, des moments plus collaboratifs. Et tout ça, c'est une sorte de partition de musique qui est quand même assez complexe à gérer. Donc, de nouveau, je reviens sur le raisonnement. Seul, à mon poste de travail, je ne suis pas sûr d'arriver à gérer tout ça et à faire les bons choix. Donc, je vais aller au plus simple, au plus vite. Premier critère, en général, d'un choix de formation, le jour. Ah, ça tombe un mardi, ça tombe bien. Parce que le mardi, il y a colloque, en général. Donc, une formation le mardi, c'est pas bon. Pas le mercredi, parce que le mercredi, je suis à temps partiel, donc je n'y vais pas. Je prends un autre exemple. Les gens qui travaillent la nuit, et dans la santé, c'est 24. Moi, je donne des formations où les gens ont fait la nuit et ils viennent à 8 h le matin. Les formateurs et les formatrices ne donnent pas de cours la nuit. C'est un truc... Les formateurs dorment. Donc vous vous dites, il y a quand même... C'est tous ces petits trucs comme ça. On fonctionne comme une école. Voilà. L'école, c'est de 8 h à 17 h. Alors, je caricature, mais tous ces biais-là font que la formation peut être tout à fait de bonnes offres, mais elle ne fonctionne pas. Il y a plein de petits cailloux, de petits grains de sable dans la mécanique qui fait que ça marche plus ou moins bien. Donc, en termes de perspective, et je vais conclure ici, si on fait un peu un jeu comme ça en escalier, il faut des offres de qualité parce que ça offre des ressources intellectuelles, de savoir, des ressources théoriques, des ressources technologiques.
Il faut avoir accès à ces ressources, en présentiel, à distance, tout ce que vous voulez. Mais la formation, elle ne fait que ça. Attention, hein. Syndrome de la baguette magique. Ne donnez pas à la formation plus de responsabilités qu'elle en a. La formation, elle vous donne juste accès à des ressources. Vous remplissez votre sac à dos, point barre. L'apprentissage, hein, c'est-à-dire la mise en mouvement de ces ressources, va générer des apprentissages. Vous allez commencer à cuisiner. Vous n'allez pas simplement réunir les ingrédients, vous allez commencer à cuisiner. Et ça nécessite que les offres de formation soient de bonne qualité sur le plan pédagogique et didactique. Mais ces capacités, il ne faut pas qu'elles restent comme les graines sur le terrain. Il faut qu'elles se transforment, encore une fois. Alors, de nouveau, je m'excuse de jouer sur les mots. Mais quand on dit, dans les catalogues de formation et sur les sites Internet, « Venez dans mon école développer vos compétences », c'est un mensonge. Parce que les compétences, elles ne se développent pas là, à l'école. En tout cas, en formation continue, hein, j'entends. Elles se développent une fois que vous retournez au travail. Vous partez avec plein de capacités, plein de potentiel, mais il faut que vous retourniez dans la vraie vie, dans le vrai travail. Alors après, on peut discuter simulation, s'il y a des gens qui veulent discuter à l'apéro. Hein, il y a plein de littérature sur comment les centres de simulation nous aident à se rapprocher de la réalité. Mais c'est un mensonge que de dire « venez suivre des cours, vous développez vos compétences ». Non, vous développez vos capacités. Quand vous retournez travailler dans des bonnes conditions, vous allez alors commencer à transformer ces capacités en compétences. Et la personne, bien sûr, elle est centrale. C'est elle qui est porteur de ça. Mais vous avez bien compris, j'espère, en quelques minutes, qu'il y a tellement de variables que seule, elle ne va pas y arriver. Elle va sûrement réunir ses ressources, apprendre des choses, remplir son sac à dos, avoir même envie de les utiliser. Peut-être elle va réussir à le faire, mais c'est un peu comme le syndrome de l'école. À l'école, on a plein de modèles pédagogiques qui ne marchent qu'avec les bons élèves. Et après, on dit « Ah, ils ne sont pas motivés. » Vous comprenez ? Ce n'est pas des bons élèves. Non, ce n'est pas le problème. C'est que le modèle pédagogique n'est pas adapté aux élèves qui ont des besoins particuliers, pour prendre une formule. Donc là, on a le même problème en formation continue. On a des modèles de formation continue où on laisse les gens apprendre et après se débrouiller, et seuls les gens motivés, autonomes, réflexifs y arrivent. C'est un peu les Federer du tennis, quoi. Les autres, les autres, ils auront suivi des cours, mais ce n'est pas sûr qu'on aura atteint un niveau de maturité de la compétence et véritablement d'avoir fait un travail en profondeur sur les compétences. Donc la personne, elle est centrale, mais la personne, c'est un acteur dans un système qui a une responsabilité. Et c'est ça, disons, pour nous, les spécialistes de la formation, qui nous est vraiment difficile, c'est quand on entend sans arrêt le renvoi à la responsabilité individuelle. Elle existe, elle est nécessaire, mais il y a une énorme responsabilité de l'employeur et autres pour assurer la maintenance. Alors, ce n'est pas un très joli terme, je l'ai mis entre guillemets, mais au même titre que la camionnette, il y a une maintenance du capital humain qui doit être faite pour encourager les gens, pour les légitimer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup d'adultes qui se censurent devant la formation, qui ne s'autorisent pas. Et donc, ce manque de légitimité doit être travaillé par les personnes qui encadrent. Et ça s'apprend dès le plus jeune âge, j'allais dire, dans le cadre de la formation initiale, puis après de la formation continue. Donc, en réalité, on est parti du texte fédéral. Ce qu'on aurait plutôt tendance à dire, c'est qu'il faudrait que tout ça, ça soit un peu négocié, dialogué, même si ce n'est pas sur des papiers, ce n'est pas formel, mais qu'il y ait vraiment une pensée dynamique, systémique du développement des compétences et pas une pensée événementielle. Je t'inscris un cours, c'est lundi prochain de 8h à 17h. C'est clair ? Voilà. Ça, ce n'est pas la formation. Ça, c'est un événement. C'est récréatif. C'est comme ce soir, c'est sympathique. Ouais. Puis il faut que ça se termine parce qu'il faut aussi aller à l'apéro. Donc... Ça, voilà. Mais ce n'est pas la fin de la formation. Vous avez compris, c'est le début de quelque chose, ou en tout cas, c'est une première étape importante. Et donc, pour moi, et une fois encore, merci beaucoup pour l'invitation et félicitations pour tout le travail de renouvellement. Moi, je pense qu'il est fondamental que le travail sur les offres, en termes d'analyse de besoins, de veille sur l'évolution des métiers soit faite, mais qu'en même temps, la qualité, j'allais dire, et la crédibilité d'un institut de formation, il est aussi lié à la manière dont on va utiliser les ressources que vous mettez à disposition dans le développement des compétences. Et pour moi, le risque, il est toujours le même, je répète, c'est qu'à terme, on puisse dire « Non, mais finalement, vos formations, elles ne sont pas si bien que ça ». Ce qui est de nouveau un mensonge ou une manière biaisée d'analyser la situation. Donc pour moi, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir des offres de qualité, tout en considérant que
l'inscription jusqu'à la fin du processus est un long chemin et il faut que les individus et les organisations soient bien alignés en face sur cette question-là. Je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que le propos a été clair. Mais avec plaisir. Merci pour votre invitation. Alors, donc mes collègues qui vont présenter, ce soir on avait prévu de vous faire la présentation de quelques nouvelles formations, dispositifs de formation. Donc le premier, ce sera une formation qui est un CAS en neuroréhabilitation sensorielle. Et puis après, vous aurez des micro-certifications. On a fait un choix dans certaines micro-certifications qui nous semblaient importantes, à savoir que ce soir, toutes les formations qui vont vous être présentées ont été co-construites avec les partenaires du terrain et dans une itération entre la pratique et l'école, parce que c'était aussi, c'est nos nouveaux modèles qu'on essaye de développer, donc on essaye au plus proche de coller avec les besoins de la pratique, ça c'est aussi une réalité, et d'écouter ce que la pratique a à dire et que nous pouvons comme école enrichir de par les cursus de formation. Donc, dire que les micro-certifications, c'est un nouveau dispositif de formation qui existe depuis 2024 à la Haute École, à la HES-SO, donc sur la partie francophone romande, et que ce nouveau dispositif de formation est la première strate de la formation des hautes écoles. Ensuite, après, il y a des CAS que l'on connaît bien, des DAS et des MAS pour certaines filières de formation. En Suisse, c'est un nouveau dispositif, c'est clair. Ça permet de faire une formation avec des crédits ECTS entre 1 à 9 crédits ECTS. Ce soir, vous aurez des formations qui ont plutôt beaucoup de crédits ECTS, mais nous avons ouvert certains dispositifs de micro-certification qui notamment a 2 crédits ECTS parce que c'est un format très court qui colle à un besoin de la clinique et du terrain. Donc voilà, mais ce soir, on vous a plutôt présenté des formations qui sont un tout petit peu plus longues et qui répondent principalement à des besoins et à des discussions et à des itérations qu'on a eues avec les milieux professionnels du canton du Valais. Donc voilà. Donc là, je vais demander à mes collègues du CAS en neuroréhabilitation sensorielle, ils sont 4, pour faire un peu autrement. Bonjour tout le monde, bonjour. Du coup, en format interdisciplinaire, on tente de réunir les attaquants et les défenseurs. Donc, on est 4 pour vous présenter ce CAS. Donc, avec moi, il y aura Manon et Marie, qui sont physiothérapeutes comme moi, Charlène Zuffré, à la clinique de réhabilitation de la Souva. Et puis, avec nous, on a Paul, que beaucoup d'entre vous connaissent, oui, qui travaille du coup à la HES et qui est un petit peu plus pour tout ce qui est aussi neurodéveloppement. On va se mettre un peu plus au centre. Ouais. Fermez les yeux un instant. Imaginez devoir vous lever de votre chaise sans vraiment sentir, voir ou entendre, sans même percevoir véritablement votre corps. C'est le quotidien de nombreux de nos patients. Notre interaction avec le monde, vous pouvez ouvrir les yeux, elle repose sur une multitude d'informations sensorielles. L'odorat, le toucher, le goût, l'ouïe, la vue. Quand ces informations elles sont altérées, notre mouvement il devient incertain, imprécis, parfois même déroutant. Et malgré ça, notre cerveau il continue de s'adapter et de se réorganiser. C'est toute la puissance de la plasticité cérébrale. Et c'est précisément là que s'inscrit ce CAS en neuroréhabilitation sensorielle. Ce CAS, c'est 18 jours pour approfondir vos connaissances à la lumière des dernières avancées en neurosciences. C'est aussi pour affiner votre raisonnement clinique, ajouter des outils concrets à vos évaluations et prendre en charge des patients de manière adéquate, ciblée sur leurs besoins réels. On parle ici de cas cliniques, de situations réelles qui permettent un transfert de compétences dans votre activité professionnelle, que ce soit de la prise en charge de ces patients à l'adaptation de leur environnement. La richesse de ces cas est aussi représentée par son approche interdisciplinaire. Donc, cette formation est ouverte aux ergothérapeutes, physiothérapeutes, infirmières et portée par une grande diversité d'experts du neuroscientifique à l'architecte. Donc, c'est une véritable variabilité et complémentarité des regards, tout au service du patient, parce que par ses voix, c'est déjà à agir, à vous de jouer.
Consigne, elle était présentée, je vous dis la consigne parce que présenter le CAS en 1 minute 30, ce n'est pas évident, c'était présenter votre formation en 1 minute 30 pour donner envie de la faire. Donc voilà, le challenge. Donc, prochaine formation, j'appelle Tiffany pour micro-certification HESSO en hypoxie, performance et santé. L'hypoxie, c'est un environnement où l'oxygène se fait rare. Mais c'est également un puissant stimuli, style filement dosé, dans le monde du sport et de la santé. Un environnement hypoxique, ce n'est pas un danger, mais c'est un moyen d'activer des voies métaboliques que la normoxie laisse parfois au repos. Il améliore la vascularisation, la fonction mitochondriale, mais également la capacité de soutenir un effort. Dans le domaine sportif, cette technologie est largement utilisée. Néanmoins, la transposition de ces avancées scientifiques du milieu sportif au domaine de la santé est un véritable challenge. Cependant, c'est fascinant car ces mécanismes d'adaptation sont hautement thérapeutiques. Par exemple, chez le patient chronique, on va pouvoir voir une amélioration de la sensibilité à l'insuline, à l'inflammation qui va peut-être se réduire. En réadaptation, on va également pouvoir travailler de manière optimale tout en réduisant l'intensité. On est capable actuellement de générer cette hypoxie de manière artificielle. Donc, en somme, on force le corps à s'adapter. Vous me direz, mais alors, l'hypoxie, la question n'est pas est-ce que ça fonctionne, puisque ça fonctionne. La question est plutôt pourquoi ne nous l'utilisons pas plus dans nos pratiques. Alors l'hypoxie, ce n'est pas la santé de demain, mais c'est un potentiel que nous pouvons activer dès aujourd'hui. Merci. Merci Tiffany. Oui, on peut passer aux urgences pédiatriques. On change un peu de sujet, mais quoique. Ok, bonjour à tout le monde. Moi, je vais vous parler de micro-certification pédiatrique. Je vais aborder les choses un peu différemment. On va partir du terrain et des constats du terrain. Hop. Premier constat du terrain. En cas d'urgence pédiatrique, on ne peut pas se dire on va faire comme un adulte, c'est un petit adulte, c'est un enfant. Non. On ne peut pas non plus considérer un nourrisson comme un petit enfant. Pourquoi? Il y a des mécanismes de compensation qui sont spécifiques. Il y a des algorithmes qui sont spécifiques. Il y a aussi tous des traitements qui sont particuliers en fonction de cette population. Ce qu'on peut voir également, c'est qu'il existe peu, voire plus. Ici en Suisse, vous aviez les infirmières HMP, peut-être dans la salle il y en a encore, mais il n'existe plus de formation spécifique en pédiatrique et encore moins en urgence pédiatrique. La réalité du terrain, on voit de plus en plus que dans les institutions, les urgences pédiatriques sont séparées des urgences adultes. Alors, mes collègues urgentistes vont être tout contents de ne plus prendre en charge la pédiatrie. C'est une bonne chose, mais ça nécessite aussi des compétences et des qualités pour prendre en charge ces urgences, d'accord ? La rémanence des situations d'urgence est beaucoup moins importante que chez les adultes. Donc, ça demande un travail avec ces équipes. C'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui à venir participer à la première formation micro-certification urgence pédiatrique. Merci. Je ne sais pas si le timing est respecté, mais en tout cas, la présentation est super. Merci beaucoup. Et puis, j'appelle les soins palliatifs, ou en tout cas Isabelle Salama, pas les soins palliatifs. Après les urgences pédiatriques, les soins palliatifs, oui. Alors, bonsoir. Je vais reprendre une citation du docteur Jean Bernard, qui est hématologue et oncologue en France, et qui a défini les soins palliatifs en disant que finalement, les soins palliatifs, l'objectif initial, c'est d'ajouter de la vie au jour lorsqu'on ne peut plus ajouter de jour à la vie. Et je trouve que cette phrase illustre assez bien ce que les patients attendent de nous à un moment de leur vie où l'objectif principal n'est plus la guérison, mais la qualité de vie. La microcertification aux soins palliatifs généraux s'inscrit dans cette perspective.
Elle permet aux soignants de première ligne de développer leurs compétences, leurs réflexions autour des soins et de l'accompagnement des patients et des proches. Cette formation se décline en 3 options. Il y a la possibilité, là, tout à ma droite, de suivre la formation sur 10 jours avec un travail de validation qui est un micro-projet aussi, amenant une plus-value dans le lieu de travail de l'étudiant. Et puis, avec l'obtention d'une micro-certification et de 6 crédits ECTS. La deuxième option, celle du milieu, est la possibilité de suivre les mêmes jours de formation en auditeur libre, sans validation, bien entendu, avec l'obtention d'une attestation de participation. Et puis, la dernière option est de choisir une journée thématique, une journée à la carte, étant donné que la formation est construite sous forme de journée thématique, et puis avec l'obtention aussi d'une attestation de participation. La chose extrêmement intéressante, c'est que la micro-certification, les 6 crédits ECTS, valident le premier module du CAS en soins palliatifs, organisé conjointement par Arc Santé et le CHUV. Cette formation a été construite, comme le disait Sophie tout à l'heure, avec des professionnels des soins palliatifs, mais aussi avec des professionnels des soins généraux pour les soignants de première ligne. Elle s'intègre dans le concept cantonal de soins palliatifs où la formation est mise en avant. Elle est basée sur les critères de qualité de palliatifs suisses. Les soins palliatifs, c'est des soins avant tout. Mais ces soins nécessitent des compétences solides, spécifiques, des outils validés, utilisés par les équipes de soins palliatifs et directement intégrables dans les milieux de soins. L'idée de cette formation aussi était de développer le réseautage tout d'abord au niveau du canton, et puis pour ceux qui continuent la formation sur le CAS, au niveau romand. Et puis elle est enseignée dans une perspective interdisciplinaire pour une pratique de terrain interdisciplinaire. Alors actuellement, les choses bougent pas mal en Valais au niveau des soins palliatifs. Donc c'est vraiment le moment de participer au développement des prestations au service des patients, au service des proches, et surtout de pouvoir s'intégrer dans ces avancées qu'on a actuellement dans les soins palliatifs. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Et puis, donc, la prochaine session, c'est octobre 2026, si jamais. Une prochaine présentation, ce sera aussi une formation très ancrée dans les besoins du terrain, qui est la micro-certification rôle infirmier dans les soins de longue durée. Il y a quelques semaines, Madame B, une résidente dans un établissement médico-social, a commencé à refuser les soins, à s'isoler un peu, à devenir agitée. Au départ, rien d'inquiétant, plutôt un comportement fréquent d'une personne âgée quelque peu confuse, mais en réalité, c'était juste le début d'une dégradation plus profonde qui aurait pu conduire à une hospitalisation. Ce type de situation, les infirmiers en soins de longue durée y sont confrontés chaque jour. Et c'est précisément là que notre rôle évolue. Donc, passer d'une observation à une compréhension fine, anticiper plutôt que subir. Donc, cette micro-certification de 10 jours, elle donne des outils concrets au personnel infirmier pour détecter de manière précoce les changements liés au vieillissement, adapter les interventions aux situations complexes, travailler en équipe avec sens et construire avec les personnes, les proches, les équipes, un projet de vie qui soit réellement individualisé. Dans des situations comme celle de Madame B, ça peut faire toute la différence. Éviter une décompensation, améliorer la qualité de vie et surtout redonner du sens à notre offre en soins. Donc cette formation, elle s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent renforcer leur impact sur le terrain, sur les équipes et aussi auprès des personnes âgées. Je vous pose donc cette question. Face à des situations comme celle de Madame B, voulez-vous simplement réagir ou vraiment anticiper? Merci. Merci pour ces présentations de ces différentes formations de manière efficiente. Je les ai un petit peu stressées avec le court format pour présenter, mais je pense que c'était aussi un petit peu vous mettre dans une zone d'inconfort, finalement, c'est pas mal. Vous avez bien joué, en tout cas bien joué le jeu, merci beaucoup, c'était super. Peut-être juste pour rajouter par rapport à la formation continue, donc vous avez eu un échantillon de ce qui est l'offre en formation continue
à la Haute École de Santé. Vous trouverez sur les différents lieux là-bas le catalogue de formation complet, plus des flyers qui présentent les formations avec un QR code. Et puis, on n'a pas tout dans le dispositif de formation, mais on est forcément ouvert à ce que nous pouvons aussi co-construire ensemble, parce que nous sommes orientés d'abord et avant tout pour développer les compétences dans la pratique et augmenter aussi la qualité et la sécurité des soins aux patients. Donc ça, on est là, on sera là après, et on est là aussi, pas seulement à l'apéritif après, mais le secrétariat de la formation continue répond à toutes les questions que vous pouvez avoir et à tous les besoins. Et puis dire qu'on a beaucoup amélioré aussi le dispositif en faisant un dispositif très souple avec la possibilité de d'abord venir faire des journées de formation, parfois aussi venir faire des modules, être auditeur libre ou un module avec une validation des crédits ECTS pour ensuite pouvoir continuer la formation à un rythme qui parfois est plus supportable à la fois, et je reprendrai les propos de Monsieur Jacquemet, à la fois pour la personne, pour le collègue, mais aussi pour l'institution, parce que parfois des longues formations, c'est pas toujours simple de les gérer dans les institutions. Donc, on essaye de s'adapter vraiment avec un dispositif souple et de répondre aussi aux besoins des institutions. Donc voilà. On arrive au bout de cette soirée, mais avant, parce que quand même le moment de se réunir ce soir, c'était d'abord pour présenter le visuel ou le nouveau visuel de la formation continue, puisque ça a été quand même l'élaboration d'un long travail quand même pour y arriver. C'était un peu une nouveauté, changer et bouger les lignes. Et puis Esteban Crespo, qui est le chargé de communication de la Haute École, va vous expliquer comment tout ça s'est déroulé. Bonjour à toutes et à tous. On arrive gentiment au terme de ces présentations. Je me présente, donc je m'appelle Esteban Crespo et je suis chargé de communication au sein de la Haute École de Santé où je coordonne le groupe communication. Puis lors de ces prochaines minutes, je vais vous présenter la nouvelle identité visuelle de la formation continue santé. Donc, nous avons travaillé en fait avec Octane, qui est une agence de communication à Sion, afin d'élaborer justement cette nouvelle identité visuelle. L'objectif, c'était de créer un univers visuel fort, cohérent avec le positionnement de la formation continue santé et capable de porter une campagne qui vient tout juste d'être lancée cette semaine. Cette collaboration nous a aussi permis de prendre du recul et de repenser notre manière de valoriser la formation continue santé. Justement, ce travail nous a amené à clarifier en fait, les objectifs que nous voulions atteindre avec cette nouvelle identité visuelle. Donc, on poursuit plusieurs objectifs. Donc, d'abord, valoriser un élément clé, le cadre d'études unique qui fait partie intégrante de notre identité. Ensuite, transformer la perception de la formation de base, non pas comme une finalité, mais comme un point de départ. Et enfin, repositionner la formation continue comme une suite logique et nécessaire dans une logique de développement tout au long de la vie. Pour construire cette identité, nous sommes appuyés sur plusieurs inputs, notamment la campagne générale de 2017 de la HESO Valais-Wallis, avec justement ce visuel qu'on peut retrouver sur la slide. On a voulu justement réinterpréter cette manière subtile par rapport à la montagne pour créer justement une continuité avec notre identité de marque. Donc, le paysage de montagne s'est imposé comme un élément central pour ancrer visuellement la formation continue dans son territoire et son identité. Et en termes d'output, l'idée était de faire évoluer le message. Donc, atteindre un sommet grâce à une formation de base, c'est important. Mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Il est essentiel de continuer à progresser dans une logique de lifelong learning, comme ça a été relevé auparavant. Et c'est ce changement de perspective que nous avons voulu traduire visuellement et conceptuellement. Donc, voici ce nouveau visuel. Donc, en fait, ce visuel il propose une lecture en plusieurs niveaux, construite comme un parcours. Chaque élément guide progressivement le regard vers une idée centrale. La progression ne s'arrête pas au sommet. Donc, premièrement, on a le rocher. Donc, le rocher en premier plan évoque le sommet déjà atteint, symbole d'un objectif accompli et d'un parcours engagé. Mais ce sommet n'est pas une fin en soi. Deuxième élément, le sommet. Le sommet sous-entend une formation de base qualitative et valorise le parcours déjà accompli par notre public. Ce parcours s'inscrit aussi dans une continuité. Le troisième élément, le paysage alpin. Le paysage alpin évoque le Valais et le cadre de formation avec une référence au sommet du Weisshorn, du Zinalrothorn et de l'Obergabelhorn. Cela renforce l'ancrage local et la qualité du contexte d'étude. Mais un élément vient perturber cette lecture attendue. Donc, le quatrième élément qui est l'échelle. L'échelle remplace la croix du sommet. Ce détournement volontaire crée une rupture visuelle
et capte l'attention. Une fois le sommet atteint, il faut continuer à monter. Cette idée fait écho à une logique de progression continue. Cinquième élément, le proverbe tibétain. Donc un proverbe tibétain d'un auteur inconnu vient renforcer justement cette idée en invitant à poursuivre son chemin une fois l'objectif atteint. Donc une fois au sommet, continue de grimper. Cela ouvre une lecture plus universelle du message. Oula. Bon, peut-être arrivé au sommet, c'est pour ça que ça vibrait. Donc, en conclusion, en fait, en s'appropriant un proverbe connu pour en faire une analogie à la formation continue en santé, ce visuel exprime une idée simple mais forte. La formation continue n'est pas une étape supplémentaire, mais la suite naturelle du parcours. Merci de votre attention. Merci pour cette belle présentation. Donc, nous arrivons au bout de cet événement pour faire essayer de faire un event autour de ce nouveau visuel réussi, très bien réussi même. Donc voilà, vous aurez l'occasion, vous pourrez le voir, il paraît qu'il est déjà, on le voit déjà dans la gare de Sion et il sera pendant quelques temps dans les différentes gares en Valais parce que voilà, on a essayé de faire de la communication un peu autrement et de partager ça. Essayer un peu différemment, mais on est assez, nous en tout cas, on est assez contents de ce visuel-là qui est très éclairé, je trouve très novateur, donc c'est très chouette. Voilà, donc on est au bout de la soirée. Remercier d'abord et avant tout le secrétariat de la formation continue pour l'organisation de cette soirée. Aussi, merci beaucoup à Florence et Sarah. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des flyers sur les tables, vous avez des documents sur la formation continue. Vous avez ici, sur la slide derrière moi, vous avez l'adresse email du secrétariat de la formation continue, le numéro de téléphone. Et puis, sans souci, on est à disposition. Vous aurez les différents chefs de projet qui ont fait les présentations ce soir, qui sont là à disposition pour discuter avec vous. La directrice de la Haute École de Santé aussi, les collaborateurs. Donc, voilà. On peut passer maintenant volontiers à l'apéritif que je vous souhaite beaucoup de plaisir, beaucoup de partage et beaucoup de réseautage. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence en grand nombre ce soir et pour votre intérêt pour la formation continue en santé de la Haute École de Santé Valais. Merci beaucoup et très belle soirée.